Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus à la une de l'actualité. Madagascar, où un nouveau bilan fêté à 85 morts. Dernier bilan après le naufrage d'un bateau de transport de marchandises. Le navire n'aurait jamais dû embarquer de passagers. Une messe pour les défunts s'est tenue ce jeudi. On ira aussi au Cameroun où le quotidien des familles les plus modestes est de plus en plus difficile à supporter. Le riz, le sel, l'huile, tout est plus cher alors qu'au moins 40% de la population vit déjà avec moins d'1 $ par jour. Et puis une mesure pour le moins étonnante, en Égypte, face à la propagation du coronavirus, les autorités interdisent la chicha dans les cafés. Elles sont en revanche moins regardantes, vous le verrez sur le port du masque. Ils devaient retrouver leur famille pour Noël. 85 travailleurs saisonniers ont péri dans le naufrage de leur embarcation au large de Madagascar. Ils n'auraient jamais dû prendre place à bord de ce bateau réservé au transport de marchandises. Une journée de deuil national a été décrétée par le président. La correspondance de Laure Verdon. 85 morts et une cinquantaine de rescapés, c'est le bilan dramatique du naufrage du bateau Francia. 138 personnes étaient entassées sur l'embarcation qui reliait deux localités de la côte Est. Le navire mesurait 12 mètres de long pour 2,50 m de large, n'avait pas de permis et n'était pas enregistré auprès des autorités maritimes. Selon le rapport de la gendarmerie nationale, c'est un moteur défectueux qui a entraîné le Francia droit sur un récif. L'eau s'est alors infiltrée petit à petit, acculant les passagers à bord et en premier ceux qui se trouvent dans la soute. Selon les autorités maritimes, la plupart des passagers étaient des saisonniers partis un peu plus au nord sur la côte pour récolter le clou de girofle. En montant sur cet esquif, ils comptaient rejoindre leur famille pour les fêtes grâce à l'argent gagné. La route nationale 5 qui longe la côte est en effet délabrée. Les taxis-brousses mettent parfois une journée pour faire le trajet contre 2h15 en bateau. Un poste frontière pris pour cible la nuit dernière à Makalondi au Niger. C'est à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Niamey. La région dite des trois frontières est toute proche. Cette zone est tristement célèbre. Elle est un repère de djihadistes au Sahel. Un élu local parle de plusieurs hommes armés. Aucun bilan n'a en revanche été avancé pour l'heure. Elles se sont imposées dans la rue à Omdurman, au Soudan. Près d'1 millier de femmes ont donné de la voix, mobilisées contre les viols dont elles ont été victimes. Des fillettes ont elles aussi subi le même sort alors qu'elles manifestaient comme d'autres citoyens à l'occasion du 3e anniversaire de la Révolution. Je propose d'écouter ces quelques témoignages. Le fait que les femmes aient subi de telles atrocités pendant une manifestation pacifique, organisée pour que les gens puissent exprimer leurs opinions et protéger un État civil et démocratique, eh bien cela montre que le but est de les briser. Mais aujourd'hui, cette manifestation prouve que nous ne sommes pas brisés. Les coupables de ces atrocités envers les femmes doivent être poursuivis, chacun d'entre eux. C'est une façon vraiment minable d'essayer de nous détourner de nos objectifs. Ils utilisent le viol pour nous faire peur quand on sort dans la rue. Ils veulent nous empêcher de manifester, mais nous résisterons et continuerons. Nous sommes des cibles à abattre. Voilà le terrible témoignage de Sénégalais homosexuels. Un groupe de députés a déposé une proposition de loi pour, je cite, lutter contre toute perversion dans l'espace public. Ce groupe d'élus veut même instaurer des peines allant jusqu'à 10 ans de prison ferme. Les détails avec Etanadji. Il brandit fièrement la proposition de loi anti-homosexuelle portée par le collectif Ansam Jiko. Une douzaine de députés et militants islamiques qui disent se sentir investis d'une mission, la sauvegarde des valeurs sénégalaises. Ce jour-là à Dakar, l'objectif est clair, appeler le gouvernement à durcir la législation contre les homosexuels. Il n'y a aucun doute, l'homosexualité ne sera jamais légalisée au Sénégal. Nous voulons que les homosexuels arrêtent de souiller le Sénégal et que l'État arrête de soutenir leurs activités. Nous nous battrons pour que l'homosexualité soit criminalisée. Le Sénégal criminalise déjà l'homosexualité. La loi stipule, je cite, que toute personne accusée d'avoir commis un acte contre nature avec un individu du même sexe encourt jusqu'à 5 ans de prison et près de 2 300 € d'amende. Mais ces députés de l'opposition veulent aller plus loin et infliger jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et plus de 7 500 € d'amende. Des militants qui n'en sont pas à leur premier coup d'éclat, comme en témoignent ces images tournées lors d'un rassemblement anti-LGBT en mai dernier.
Slogan hostile, drapeau arc-en-ciel brûlé. Ce jour-là à Dakar, des milliers d'hommes et de femmes sont dans la rue pour, disent-ils, protéger l'islam et les valeurs traditionnelles. Et l'islam en tant que tel n'accepte aucunement cette pratique qui est obscène, qui est infâme. Parce qu'il y a des pays où on accepte ça, il faut aller là-bas. Mais nous, dans notre pays, nous ne voulons pas ça. Bien, si tu le fais, tu te casses. Une manifestation qui avait été suivie d'une augmentation des actes homophobes au Sénégal. Selon les militants LGBT, le climat actuel a également eu des répercussions sur l'accès aux soins et à l'emploi pour les homosexuels. En Guinée, les réactions au retour de Moussa Dadis Camara. Le capitaine avait choisi le Burkina Faso comme terre d'exil. Son nom reste lié au massacre du stade de Conakry. C'était le 26 septembre 2009. Ce jour-là, 157 personnes ont été tuées. Des femmes ont été violées. Leur tort s'est opposé à la candidature du chef de la junte à la présidentielle. Lui se dit aujourd'hui favorable à la tenue d'un procès. L'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme le souhaite aussi dans les plus brefs délais. Écoutez. 12 ans, c'est énorme. Surtout que l'État n'a pas entamé la réparation. N'oubliez pas que les troupes qui sont venues agresser cette population est venue de Kangafoua, qui était la résidence du président de la République d'alors, Moussa Dadis Camara. Donc maintenant qu'il est là, c'est la pièce maîtresse de ces événements. Donc rien n'empêche maintenant la tenue de ce procès. L'Éthiopie s'est longtemps distinguée par une croissance à 2 chiffres, mais depuis plus d'1 an, un conflit à huis clos, on le sait, ravage le pays. Au-delà du Tigré, à Addis Abeba, la capitale, les prix explosent et la faim menace. Laurent Berstecher nous en dit plus. Dans ce marché en plein air à Addis Abeba, Yegessa et sa femme comparent les prix des céréales. Il y a quelques années, ce couple faisait ses achats sans se soucier du coût. Mais depuis le début de l'offensive sur la région du Tigré, ils disent ne plus pouvoir manger à leur faim et affirment que le prix des denrées a triplé en 1 an. Les vendeurs n'arrêtent pas d'augmenter les prix. Ils disent que c'est à cause de la guerre. Ça nous affecte, ça nous détruit. Ils disent qu'il y a une pénurie de céréales et qu'il n'y a plus d'importation. Il y a quelques années, l'Éthiopie était pourtant considérée comme un modèle économique avec une croissance annuelle de plus de 10%. Et en 2018, l'arrivée au pouvoir du réformateur moderniste Abiy Ahmed laissait entrevoir un avenir radieux pour le pays. Mais la guerre au Tigré a fait fuir les investisseurs et plongé l'Éthiopie dans l'incertitude. Alors que les organisations internationales tirent la sonnette d'alarme, le gouvernement accuse les médias occidentaux d'exagérer l'impact de la guerre. Cette notion que le pays est en train de s'effondrer à cause de l'insécurité est une hystérie médiatique créée par la propagande occidentale. Malgré ces affirmations et une croissance toujours positive, les conditions de vie des Éthiopiens continuent de se détériorer. L'inflation annuelle a récemment atteint les 35% et les Nations Unies estiment que près de 9,5 millions de personnes se trouvent actuellement en situation d'urgence alimentaire. Obligé de compter le moindre centime, voilà également douloureux quotidien pour de nombreuses familles au Cameroun. Crise sanitaire, inflation, l'envolée des prix est d'autant plus difficile à supporter en cette période de fête. Des économistes redoutent même une crise sociale. Reportage à Yaoundé de Richard Onanena et Stéphane Noah. La foule des grands jours au marché du Fundi, en plein cœur de Yaoundé. C'est l'un des plus fréquentés en cette période de fête. Il a la réputation de pratiquer des prix bas, mais pas cette année. Joy est parti de l'autre bout de la ville pour faire ses achats. Évidemment, les poulets doivent être chers parce qu'il y a manque de poulets dehors. C'est pourquoi les poulets sont un peu chers sur le marché. En cette période de fête, cette mère de 3 filles ne pourra pas offrir du poulet à ses enfants comme repas de Noël. C'est trop cher pour moi. Mon budget est insuffisant. Je ne pense pas que mes enfants vont pouvoir manger du poulet en ce mois de décembre. Je vais probablement me rabattre sur autre chose, du poisson ou peut-être une autre viande. Comme le poulet, le prix des produits tels que le riz, le sel ou encore l'huile sont en hausse de plus de 20% dans certains cas. Les consommateurs pointent un doigt accusateur sur les commerçants. Mais pour ce propriétaire de supérette, la hausse des prix n'est pas seulement liée aux fêtes de fin d'année. C'est un problème mondial. Ce n'est pas un problème seulement du Cameroun. Il y a l'huile qui est sur le marché qui a eu trop de problèmes. C'est de temps cela qui est même rare. Que le coût des matières premières qui est même d'abord en rupture. Bon, avec le Covid, il n'y a pas eu de production.
Mais beaucoup au Cameroun pensent que non, c'est parce que le mois de décembre est arrivé, les produits sont chers, les produits vont baisser peut-être après janvier. Non, mais les produits seront plus chers en 2022. Une inflation qui atteint des niveaux difficilement soutenables pour les ménages à faible revenu, selon cet économiste qui redoute une crise sociale. Et si les gens n'arrivent pas à manger, le risque est majeur. Ce qui peut se passer, c'est imprévisible. Personne ne peut vraiment le prévoir. Il faut vraiment savoir que c'est un risque qui est vraiment important pour un pays comme le nôtre. En février 2008, la hausse des prix des produits de première nécessité avait débouché sur des protestations populaires. Un scénario qui pourrait se répéter en 2022 si les prix n'arrêtaient pas de grimper dans un pays où au moins 40% de la population vit avec moins d'$1 par jour. Le monde sous pression face à la propagation du variant Omicron. Chaque continent, chaque pays prend ses propres mesures. Le Maroc referme ses frontières et prolonge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 janvier prochain au moins. Le Royaume met aussi un terme au rapatriement de ses ressortissants bloqués à l'étranger. En Égypte, les autorités s'attaquent à une institution, le narguilé. Épidémie oblige, il est désormais impossible de le fumer dans les cafés. Les contrevenants s'exposent à une amende, comptez 560 € par chicha. Seule alternative pour les amateurs, le fumer à la maison. C'est un reportage au Caire signé Édouard Dropsy pour France 24. Dans les rues du Caire, malgré les injonctions gouvernementales, le port du masque est peu respecté, tout comme les gestes barrières. Mais dans la série de mesures récemment adoptées, celle de l'interdiction de la chicha est plutôt suivie. L'amende prévue est de 560 € et 1 an d'emprisonnement. Dans ce café du centre-ville, la vente de chicha représentait 25% du chiffre d'affaires. Mais même pour ce serveur, cette mesure est salutaire. Bien sûr, ça a affecté mon travail, je ne vais pas vous mentir. Mais nous respectons les lois du gouvernement et de la police parce que c'est le plus important pour nous. Donc nous respectons, mais oui, ça a des conséquences importantes. Mais la chose la plus importante est la santé des citoyens. Alors ceux qui ne veulent pas se passer du plaisir de la chicha la fument chez eux, comme Mohamed, en pleine préparation. Le gouvernement a interdit la chicha durant le Covid. Donc quand vous voulez en fumer, il y a une alternative. Vous pouvez fumer à la maison. Ce n'est pas très cher, 300 ou 400 livres, et vous pouvez fumer chez vous. Seul, mais ça va. Dans son cabinet, le docteur Yosri Akel voit passer de nombreuses personnes atteintes d'infections pulmonaires. Pour lui, l'interdiction de la chicha est une vraie mesure de santé publique. Évidemment, la chicha, même sans le coronavirus ou d'autres maladies contagieuses, a de très mauvais effets sur les poumons. Et l'une des plus dangereuses est une maladie pulmonaire obstructive chronique qui peut entraîner des insuffisances respiratoires. Si cette mesure est pour le moment temporaire, elle pourrait très bien s'inscrire dans la loi de manière définitive. Au Bénin, le royaume d'Abomey est en deuil. Le souverain s'en est allé la semaine dernière, mais sa disparition n'a été rendue publique que ce jeudi. Le roi Aglélé a fait sa dernière apparition publique le mois dernier. Il assistait à une cérémonie toute particulière, le retour à Cotonou de 26 trésors pillés par les troupes coloniales françaises au XIXe siècle. Le souverain avait alors fait part de sa vive émotion ce jour-là. C'est la fin de votre journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue et surtout, prenez bien soin de vous.